Et avec moi aussi, à Paris, cette fois, l'éditeur de ce livre explosif, Frank Spengler. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est tirée à 100% de ce livre brûlot qui vient de paraître. Je dis ça parce qu'évidemment, je n'ai aucun moyen de vérifier la véracité de ce récit. Et parce que ce récit vient un peu écorner la biographie officielle. Voici cette histoire que j'ai écrite avec Ségolène Hanoteau, réalisation Céline Lebrun. J'ai choisi de débuter cette histoire par un incroyable rendez-vous qui a lieu en mars 1990 au siège de la société Saint-Laurent, avenue Marceau, à Paris. Le patron Pierre Berger convoque l'un de ses chauffeurs, Fabrice Thomas, 28 ans. Et Fabrice balise un peu, parce qu'il sait d'avance ce que l'autre va lui dire. Monsieur, c'est comme ça qu'on appelle Pierre Berger dans la maison. Monsieur va l'engueuler. Et pourquoi ? Oh, parce que depuis quelques mois, il est le chauffeur des nuits de débauche d'Yves Saint-Laurent. Il passe ses soirées et ses nuits avec lui au Palace, chez Castel, au Boys, entre cocaïne et gin tonic. Et il l'emmène même de temps en temps dans les coins à Travelot du Bois de Boulogne et le ramène chez lui au petit matin dans un piteux état. Alors il se doute bien, Fabrice Thomas, que c'est de ça dont Monsieur va lui parler. Même si Berger et Saint-Laurent ne sont plus amants, Monsieur garde un œil sur son créateur de génie. Fabrice, j'apprends que tu conduis Saint-Laurent des nuits entières et tu ne m'en parles pas. Tu es un serpent. Et là, Pierre Berger éclate en sanglots. Je viens de faire rapatrier Yves de Marrakech. Il s'est cassé le talon. Il peut plus dessiner. Il est en train de se détruire. Et il entraîne la maison Saint-Laurent avec lui. Et là, Pierre Berger abat ses cartes. Il a une idée. Il veut embaucher Fabrice pour cornaquer Saint-Laurent. Et pour ça, il lui demande de devenir son amant. J'ai parlé à Yves au téléphone. Je lui ai demandé ce qu'il voulait. Eh bien, il veut avoir une histoire avec toi. C'est ce qu'il m'a dit. Je veux avoir une histoire avec Fabrice. La demande est assez cocasse. D'abord, Yves Saint-Laurent a déjà quelqu'un. Entre nous, c'est lui qui le tire vers le bas. Un Américain, Darius, alcoolo et cocaïnomane. C'est pas grave. Tu vires l'Américain et tu prends sa place. Bon, mais il n'y a pas que ça. Fabrice Thomas, qui a été embauché chez Saint-Laurent parce que sa grand-mère y était femme de ménage et son père chauffeur, a déjà été le gigolo de Pierre Berger. Le gigolo de monsieur. C'était même l'une des conditions de son embauche, qu'il participe au petit manège de monsieur, comme on dit dans la maison. Autrement dit, à ses soirées sadomaso, où Berger lui faisait jouer les esclaves soumis. Et là, monsieur lui demande de devenir le gigolo de Saint-Laurent pour sauver la boîte. La vie est pleine de surprises. Et donc, Pierre Berger propose à Fabrice Thomas un nouveau contrat. Tu vas t'occuper de Saint-Laurent. Il doit rentrer en cure pour la prochaine collection. Tu t'en occuperas comme si c'était ton fils ou ton père ou ton compagnon. Mais tu ne le lui dis pas. Je vais te payer pour ça. 36 500 francs par mois. Ça te va ? Sauver Saint-Laurent en devenant son gigolo protecteur avec un salaire de ministre, Fabrice Thomas ne va pas réfléchir longtemps. Sur le moment, j'ai eu un petit moment d'hésitement, mais en même temps, bon, déjà j'avais beaucoup de tendresse pour Yves, et puis beaucoup d'admiration. Et puis il y avait aussi toute une entreprise derrière. Il y avait mon père, j'ai eu tout d'un coup, je me suis senti un petit peu, pas sauveur, mais que l'entreprise avait besoin de moi. C'est surtout pour ça. Sauf que Fabrice Thomas, normalement, il n'est pas homosexuel. Il a même une compagne. Eh bien, il la vire sur le champ. Il change de vie pour devenir le héros de la maison Saint-Laurent. Celui qui est chargé d'empêcher Yves de verser définitivement dans le grand n'importe quoi.
Fabrice Thomas signe donc son contrat de gigolo avec Pierre Berger et le 15 mars 1990, il débarque chez Saint-Laurent. Un duplex de 600 mètres carrés à 2 pas des Invalides, au 55 de la rue de Babylone. Et il commence par virer Darius, l'amant américain déglingué. Yves Saint-Laurent ne moufte pas. De toute façon, il est dans un état effroyable. Il avait le calcalum cassé, l'os du pied cassé, il était drogué, mais je ne peux même pas vous dire, c'était innommable, on ne comprenait même pas ce qu'il disait, il avait les cheveux tout rasés, teints en rouge, etc. Et puis il fallait faire quelque chose. En vérité, la situation de Saint-Laurent est dramatique. Il a 54 ans, ça fait 15 ans qu'il boit et qu'il se drogue, il est en plein délire. Et il faut l'hospitaliser en psychiatrie, et pour ça, Fabrice doit le ceinturer. Quand j'étais jeune, j'avais une maman qui était alcoolique éthylique, et j'étais habitué à cintrer ma maman. C'est pas facile à parler, à contrôler quelqu'un qui est drogué ou alcoolisé. Bon, j'avais quand même certaines facilités et j'ai réussi à le cintrer et puis à le faire hospitaliser. Yves Saint-Laurent va passer un mois dans une clinique psychiatrique très chic, à Garches, dans la banlieue ouest de Paris. Et du coup, il est absent du défilé de sa dernière collection. L'événement des collections du prêt-à-porter, la présentation aujourd'hui de la collection Saint-Laurent. Un événement un peu triste puisque Yves Saint-Laurent lui-même n'était pas là, vous savez qu'il est malade. C'est donc Pierre Berger, le directeur de la maison Saint-Laurent, qui est monté sur scène. Après la clinique, Saint-Laurent passe un mois de repos dans le château qu'il possède avec Pierre Berger à Bénerville-sur-Mer, en Normandie, le château Gabriel. Fabrice est avec lui, bien sûr. Et là, je peux vous dire qu'il découvre ce que c'est qu'une vie de pacha. Le caviar à la louche, vautré sur des peaux de loup, et les virer en Bentley à l'hôtel Normandie de Deauville. Pas mal, le job. Mais bon, la prochaine collection approche, et Saint-Laurent est toujours en vrac, même s'il ne boit plus une goutte. Fabrice veille au grain. Mais maintenant, il est devenu accro au Coca-Cola. Dingue. Du coup, il pèse 110 kilos. Et du matin au soir, il aligne les menthols les unes derrière les autres. Addiction, quand tu nous tiens. Alors, comment sortir Saint-Laurent de ce marasme ? Fabrice Thomas a une petite idée. Et je suis obligé de lui faire confiance, je n'y étais pas, mais voilà ce qu'il raconte dans son livre. Il a compris que Saint-Laurent aime souffrir. Et bien au plumard, il va utiliser la baguette en bambou. C'est comme ça qu'il soigne Saint-Laurent à coups de trick. Lui qui, quelques années plus tôt, se faisait fouetter par Pierre Berger. Quelle drôle de vie! Quelle drôle de vie! Et l'autre qui lui répète en boucle: c'est pour la vie, mon archange. C'est pour la vie. Pour la vie, tu parles. Fabrice Thomas a déjà compris qu'il n'y a qu'un homme dans la vie de Saint-Laurent. Un homme qui l'obsède, un homme qui l'ensorcelle. Pierre Berger. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en aura jamais d'autre. Cela dit, au bout de quelques mois, Saint-Laurent et Fabrice rentrent à Paris. En hélicoptère, bien sûr. Et ça ne l'empêche pas d'envoyer bouler Pierre Berger. Je ferai pas la collection. Que Pierre Berger aille se faire voir. Et là, Fabrice va découvrir le phénomène Saint-Laurent. Un matin, il entre dans sa chambre pour le réveiller, et il le trouve au bord du lit, prostré. L'air d'avoir pris 100 ans, le regard fixé au sol, la cigarette au bord des lèvres. Sur le coup, il prend peur. Et puis sur le bureau Louis XV, il aperçoit les croquis. Saint-Laurent a commencé à dessiner sa collection. Tu veux prendre ton petit déjeuner ? Pas de réponse. Et ça dure comme ça pendant 15 jours. Saint-Laurent reste enfermé dans sa chambre, il dessine, il déchire, il recommence, complètement déconnecté de ce qui se passe autour. À ce moment-là, il ne parlait pas et il pouvait rester des heures et des heures assis sur le coin de son lit, à fumer des cigarettes et puis à avoir les yeux perdus, comme ça. Et au bout de 15 jours, un matin, il a fini. Tous ses dessins sont là, étalés dans sa chambre. Il enlève son pyjama,
Il enfile un de ses plus beaux costumes, il se coiffe et il file au studio du 5 avenue Marceau. C'est là qu'il va passer les 15 prochains jours jusqu'au défilé, entouré de ses enfants, comme il les appelle, sa première d'atelier, ses ouvrières et ses muses. Et le 27 juillet, le défilé est impeccable, magique, magique. L'animal n'est pas mort. C'est un Yves Saint-Laurent en bonne santé qui a été ovationné tout à l'heure après la présentation de sa collection automne-hiver. Rigoureux, simple, raffinement extrême, autant d'expressions entendues dans un public de fidèles. Et là, on dit merci qui? Merci Fabrice. La baguette de bambou a fait des miracles. Pierre Berger a eu bien raison de lui confier l'avenir de la maison Saint-Laurent. Fabrice lui a bien sauvé la mise. Je dis ça, je dis rien. Et après, repos. Direction Marrakech pour 3 semaines, dans la villa Oasis qu'il possède avec Pierre Berger. Et il y va avec Fabrice, bien sûr, qui dira plus tard que ce séjour marocain a été l'un des plus beaux moments de leur relation de couple. Un matin, Saint-Laurent se met à dessiner. Mais pas des robes, hein, des hommes nus, des dessins érotiques, souvenirs de ses amants marocains. Il en fait 2, 3, puis des dizaines, et il les signe parfois. À Fabrice, Yves Saint-Laurent. Sur le moment, Fabrice dit qu'il ne réalise pas que l'autre est en train de lui donner un petit trésor. Et puis voilà, fin des vacances, retour à Paris. Et comme à chaque fois, Pierre Berger qui s'agite, la prochaine collection. Et chez Saint-Laurent, une montée immédiate de l'angoisse. Saint-Laurent replonge dans la dépression. Il est shooté au neuroleptique. À 8 heures du soir, il est au lit. Et Fabrice, lui, s'ennuie comme une vieille bourgeoise. Yves, je voudrais faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais étudier l'histoire de l'art, par exemple, aux Beaux-Arts. Ah, mais on n'entre pas aux Beaux-Arts comme ça, mon chéri. Faut le bac. Pourquoi pas le théâtre? Tu as pensé au théâtre? Tu pourrais t'inscrire au cours Florent, c'est l'un des plus cotés de Paris. Tu seras pas le premier gigolo à faire l'acteur. Mais moi, je voudrais faire des choses de mes mains. Je suis un manuel, Yves, tu comprends? Si tu veux faire quelque chose de tes mains, alors t'as qu'à apprendre le piano. Saint-Laurent ne l'entend pas. Il veut en faire un gigolo savant, rien de plus. Mais va pour le cours Florent, puisqu'il veut qu'il aille au cours Florent. Fabrice ne va pas y rester longtemps, juste le temps d'y rencontrer quelques jolies filles et de profiter de la garçonnière de Saint-Laurent rue de Breteuil. Ce qui rend l'autre fou de jalousie. Tu couches avec des femelles maintenant, hein? Et petit à petit, la relation se dégrade. Et Fabrice sent que l'histoire est en train de se terminer. Alors il décide de se mettre à l'abri. Il se fait acheter par Pierre Berger une maison à Hyères, dans l'Essonne. 1 million de francs, cash, une maison de banlieue. Un matin de printemps, il emmène Saint-Laurent la visiter. C'est une maison de pauvres, hein? Pourquoi est-ce que tu as choisi une maison de pauvres? Moi, je te propose un manoir, et toi, tu choisis ça. Je veux pas d'un manoir, Yves. Je pourrais même pas payer la taxe foncière. Une autre scène du même tonneau. Un jour, Fabrice décide de lui présenter sa famille. Un oncle et une tante qu'il aime beaucoup. Son oncle est routier à Corbeil-Essonnes. Yves est ravi. Il prétend adorer les gens du peuple. Il les appelle d'ailleurs les plébéiens. Le chauffeur les dépose donc tous les deux chez le tonton routier. Mais l'oncle est gêné, et pendant toute la rencontre, il ne décroche pas un mot. Et en partant, Saint-Laurent est furax. Ton oncle est un malotru de bas étage. Je n'y retournerai pas. Confirmation qu'un gouffre est en train de se creuser dans ce couple. De toute façon, Yves Saint-Laurent va de plus en plus mal. On a changé son traitement et le nouveau médicament le rend encore plus apathique.
La collection printemps-été approche et il doute plus que jamais de son talent. Et d'ailleurs, le défilé d'octobre 91 est un flop. Et pendant ce temps-là, d'autres talents émergent. Montana, Lacroix, Mugler, Jean-Paul Gaultier. « 1992 débute. Le duo Fabrice Thomas-Yves Saint-Laurent est au bout du rouleau. Et c'est une sale année qui se profile puisque la Maison Saint-Laurent s'apprête à fêter ses 30 ans. Et le couturier appréhende. « J'ai connu le succès beaucoup trop tôt, Fabrice. À 20 ans, t'imagines? Mais le temps est assassin. Tout est derrière moi maintenant. » Et Fabrice, lui aussi, n'a pas le moral. Moi, j'avais fait un transfert, vous savez, vivre avec quelqu'un de mélancolique et on va dire, dépressif. Je ne peux pas dire dépressif, mais mélancolique comme Yves. J'ai fini par faire un transfert. Donc, j'ai commencé, moi, à me médicamenter. J'avais vraiment besoin de soupape. Le 4 février, la Maison Saint-Laurent fête ses 30 ans à l'Opéra Bastille. Yves est au plus mal, mais il trouve encore la force de mentir sur son état. J'ai toujours eu une très grande confiance en moi. Bien que je sois quelqu'un de très déprimé, mais sur le métier, sur la vie, j'ai toujours été positif. La vérité, c'est que la Maison Saint-Laurent est au bord du gouffre. Il va falloir vendre. Saint-Laurent le vit très mal. Et Fabrice est témoin d'une scène mémorable entre lui et Pierre Berger. « Pierre, j'en ai assez que mon nom soit traîné dans la boue à cause de tes actes. » »« De quoi tu parles, Yves? On n'a pas d'autre choix que de vendre, le mieux et le plus vite possible. » »« Si ça continue, je vais te virer, Pierre. Je vais te virer et je mettrai Fabrice à ta place. Si quelqu'un doit partir, ce sera toi, Yves. C'est moi le boss ici, tu le sais très bien. » Saint-Laurent voit sa petite maison de couture, partie de rien il y a 30 ans, lui échapper. Et ça le mine. En mai 92, Fabrice et Saint-Laurent sont à Marrakech, et un soir, au dîner, Fabrice a l'outrecuidance d'arborer à son poignet une Swatch, une vulgaire Swatch. « Mais où as-tu pris cette montre? Pourquoi est-ce que tu portes pas une de celles que je t'ai offertes? La Patek, la Breitling, l'une des Cartier? Mais pas ça, voyons, enlève-moi ça tout de suite. » « Je la garde, et je t'emmerde. Fais attention avec ton comportement, Yves. Je vais finir par te fuir. Tu vas partir. Mais si tu pars, je te ferai chercher par Interpol. Tu n'as pas le droit de partir. Tu es à moi. » « Tu es à moi ?» Fabrice Thomas a beaucoup de mal à digérer cette phrase. Ça reste coincé là, comme une boule de colère qui ne cesse d'enfler. Déjà, moi, j'en pouvais plus. Moi, j'avais envie de respirer un petit peu, tout simplement. J'avais besoin de lâcher la pression. Et puis, scène de jalousie à répétition. Moi, je suis parti. Alors un matin, il prend toutes ses affaires et il s'en va. À la fin de l'été 1992, Fabrice Thomas a 30 ans. Il vient de mettre un terme aux 2 années les plus folles de sa vie. Et il va s'installer dans le sud de la France et pendant 10 ans, il ne donne pas de nouvelles. Et puis un matin de l'année 2002, le voilà de retour avenue Marceau, au siège de Saint-Laurent. Il a pris rendez-vous avec Pierre Berger. Et il arrive avec sous le bras les 390 dessins que Saint-Laurent lui a offerts. Le rendez-vous commence mal. Fabrice apprend que son père est mort l'année dernière. Personne ne l'a prévenu. Et Berger lui lance: « J'étais surpris de ne pas te voir à ses obsèques. » Fabrice sait que son père, qui a travaillé 40 ans chez Saint-Laurent, était très lié à Pierre Berger. Il a mis du temps à le comprendre, mais son père déjà, pour sauver sa place, a participé lui aussi au petit manège, comme ils disent. Son père avant lui a été l'amant obligé de Pierre Berger. Mais peu importe, ça n'est pas le sujet du rendez-vous.
Tu voulais me voir, Fabrice? Ouais, j'ai quelque chose à te montrer. Des croquis. Je voudrais que tu me les légalises. Des croquis qu'Yves m'a donnés. Des croquis. Eh bien, fais-moi voir. Fabrice savoure son petit effet. Et il lui tend le catalogue. Et il voit les yeux de Berger s'arrondir au moment où il tombe sur les dessins érotiques de Marrakech. Et sur 6 dessins carrément pornographiques représentant des gens connus, dont sa pomme. Ah, je pourrais être intéressé. Tu me laisses le catalogue ? Voilà donc pour ce récit qui sans doute vous a beaucoup surpris et qui mérite évidemment des questions complémentaires que je vais d'abord poser prioritairement à Fabrice Thomas puisque il est avec nous en direct de Montréal au Canada où il vit aujourd'hui. Vous êtes là, Fabrice Thomas? Oui, je suis là, merci. J'ai été fidèle à votre livre? Oui, c'était un peu synthétisé, mais c'est assez fidèle, oui, merci. Alors, j'ai raconté dans quelles conditions vous avez accepté ce job pour ce salaire de 36 500 francs. Vous êtes joueur tout de même, parce que dès le départ, ça s'annonce comme tordu. Joueur, oui et non. Moi, je l'ai vraiment fait par instinct. Comme je l'ai dit, j'avais beaucoup d'affection pour Yves et beaucoup d'admiration. Et puis là, j'avais vraiment quelque chose à faire. Je pouvais vraiment me rendre utile. Voilà. Auparavant, on est d'accord que vous étiez hétérosexuel? Complètement, oui, bien sûr. Oui. Vous n'êtes pas du tout homosexuel quand vous acceptez ce job? Absolument pas. Non. Pas plus que quand vous jouez au petit manège avec Pierre Berger? Avec Pierre Berger, c'était une obligation. C'était ses conditions. Je sais que ça vole très bas, mais dans l'entreprise, c'était une banalité, ce que je dis là. Hein. Tout le monde était parfaitement au courant de ce petit manège-là. Et votre père y est passé aussi? Oui, bien sûr. Lui, il était un des premiers employés. Et Pierre Berger m'en a parlé souvent. Oui, absolument. Mais quand vous dites, parce que c'est intéressant, aujourd'hui, ça s'appellerait du harcèlement au travail. C'est passible de poursuite. Oui. C'était une condition pour travailler au siège de Saint-Laurent. Si on était un jeune homme bien fait de sa personne, il fallait passer au petit manège. En tous les cas, c'était mon cas. J'ai connu aussi plusieurs jeunes hommes, là, parce qu'on se parlait bien sûr entre nous, qui ont aussi été dans la même situation que moi. Oui. Vous les avez aimés, ces hommes? Vous savez, on peut, même mon père, on peut aimer des gens, même ils peuvent être terribles ou méchants. En tous les cas, moi, oui, bien sûr. Et l'un et l'autre? Oui, absolument. Peut-être plus Saint-Laurent que Berger? C'est pas pareil, parce que j'avais énormément de compassion pour Yves, et je répète, énormément d'affection. Pour Pierre, je peux pas réfuter son génie, oui, certes, et son pouvoir, mais oui, bien sûr, j'ai aimé ces gens, bien entendu. Fabrice Thomas, j'ai raconté dans quelles conditions vous avez accepté ce job pour un salaire de 36 500 francs. Dans quel état est Saint-Laurent quand vous pénétrez dans cet appartement près des Invalides? Ça, c'est un peu flou dans votre livre. Vous insistez beaucoup sur l'alcool et la cocaïne. On pressent un problème quand même psychiatrique, au fond. Oui, absolument. Yves a fait un burn-out et d'ailleurs, je tiens à le spécifier, il s'est jamais remis de ce burn-out. Il a perdu quelque chose là. Yves était vraiment au seuil de la mort. J'ai eu très peur quand même quand je suis rentré là. Il m'a fait peur. Oui. Au seuil de la mort ou de la folie? Il
il était déjà dans la folie. Là, comme je vous le disais, il avait son cacalhomme cassé, il était complètement drogué, il errait dans sa maison, il était vraiment dans un état au bord vraiment du trépas. Vous comprenez à l'époque, parce que Pierre Berger a des défauts, mais il a eu aussi une immense qualité, c'est qu'il a créé cette maison de couture, et il l'a fait vivre pendant 30 ans, alors que l'autre, à partir de la moitié de sa carrière, avait les comportements que vous venez de décrire. Vous comprenez que Pierre Berger se soucie de maintenir le créateur en forme ? Oui, mais je voulais signaler quand même que à l'époque où Yves se droguait, ça arrangeait énormément de gens, en tous les cas. C'était beaucoup plus facile pour lui de diriger l'affaire sans avoir Yves dans ses pattes. Pierre avait beaucoup de complaisance de voir Yves dans cet état-là. C'était plus facile pour lui. C'est ce que je me suis rendu compte, en tous les cas, en vivant auprès d'Yves. Vous laissez entendre qu'il l'a maintenu dans cet état ? Il le savait parfaitement et il n'a rien fait en tous les cas pour changer les choses. Bien au contraire. Lui, Pierre Berger, à cette époque-là, vivait avec quelqu'un d'autre. Et puis, certes, pour son entreprise, il avait intérêt que Yves soit créatif, mais au niveau de la vie privée, entre eux, il n'y avait vraiment plus rien du tout. Ce passage où donc vous racontez que vous découvrez qu'il aime souffrir, comment est-ce que vous le découvrez sans rentrer dans des détails scabreux ? Oui, bien sûr, j'ai compris. Mais est-ce que c'est le fait d'avoir été l'amant de Pierre Berger qui suggérait que leur relation à eux était déjà dominant-dominée, sado-masochiste, et que donc probablement Saint-Laurent était masochiste ? Oui, mais c'est absolument. Mais c'est comment je l'ai deviné, c'est Yves qui me l'a demandé tout simplement. C'était ses exigences. Il avait besoin de ça pour créer, pour se sentir bien, pour être vivant. Il avait besoin de sentir son corps. Son esprit était tellement des fois parti très 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 loin quand il était en création qu'il avait besoin d'être fouetté pour sentir son corps, pour revenir dans la réalité. Voilà, en tous les cas, c'est ce que j'ai compris à chaque fois qu'il me demandait ça. Franck Spengler, quand vous avez reçu ce livre sous forme de manuscrit, je suppose, en fait, c'est un livre qui a donc été édité au Canada et vous avez racheté les droits d'édition pour la France. C'est un livre, en fait, parce qu'on a une antenne au Canada qui nous a été recommandée par notre antenne canadienne en nous disant, voilà, nous, on veut faire ce livre. Est-ce que vous êtes prêt à le faire en France ? J'ai dit, l'idée est intéressante, lisons-le. Quand je l'ai lu, je suis un peu comme vous, je suis un peu tombé de l'armoire en me disant, mais... Voilà, on nous a rien raconté. C'est l'enfer du décor, oui. Puis parce qu'on a fait 2 livres dans les, deux films, pardon, il y a quelques années. Voilà, qu'on appellerait des hagiographies, quoi. C'est-à-dire, tout est beau, tout est magnifique. Bon, on suggère que Saint-Laurent est psychiatriquement légèrement dérangé. Oui, puis on suggère effectivement qu'il y a une toxicomanie, mais pas au point où nous le raconte Fabrice Thomas. On suggère, oui, une sexualité, comme on dirait, débridée, mais pas au point que raconte Fabrice Thomas. Donc, tout ça, moi, je le savais pas, je l'imaginais pas. Et vous cherchez à le publier. Il est publié quand au Canada, ce livre ? Il est en même temps que nous. En fait, le livre est sorti en fin octobre au Canada. Cette année, 2017, oui, de l'année qui s'est achevée. On a travaillé, Pierre Bourdon, mon collègue canadien et moi-même, on a travaillé en binôme et en parallèle. Moi, avec toujours ce regard de jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dire, parce qu'il y a aussi tout l'aspect, effectivement, du risque encouru à dire trop de choses. Bon, ça, ce boulot a été fait. Il est clair que rien de tout ça, et là je peux me tourner d'ailleurs vers Fabrice Thomas, rien de tout ça ne pouvait être raconté du vivant de Pierre Berger. Ça c'est clair. Pierre avait vraiment pas envie que cette courte période soit entendue par le grand public. Oui, je pense que commercialement ça devait énormément le déranger, surtout qu'à l'époque en plus il était en train de vendre son entreprise, donc c'était vraiment très 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 mal placé cette situation. Il vous a explicitement demandé de ne rien raconter de tout ça avant sa mort ? Avant la mort de Pierre Berger.
Non, non, du tout. Et premièrement, tout à l'heure, j'ai fait attention à ça. Vous avez dit que j'ai attendu la mort de Pierre Berger pour écrire ce livre. Pas du tout. Ça fait déjà depuis 2013 que j'avais déjà entamé l'écriture de ce livre. Et c'est juste la synchronicité qui a fait que Pierre Berger est décédé pratiquement dans la semaine même où avec mes éditeurs, d'ailleurs, que je remercie beaucoup d'avoir eu le courage de m'éditer. Merci Franck, merci Hugues, et puis merci Pierre. Voilà, quoi. Disons que c'est que de la synchronicité. Pourquoi dites-vous le courage? Parce que vous sentez qu'il vous a fallu du courage? Moi, je parle pour mes éditeurs, parce que il fallait quand même, comme a dit Franck, s'attendre à des procès en diffamation de Pierre Berger, parce que dès qu'on contredisait sa version officielle, on était assujetti à avoir des procès. Ça, c'est certain. Vous doutiez qu'il serait difficile de raconter cette histoire en France? Ah bah oui, oui, ça c'est sûr que j'étais sûr que j'allais pas pouvoir écrire ce livre sans rencontrer quelques problèmes. Ça c'est certain, oui. Vous avez eu du mal à en faire la promotion, Franck Spengler? Ah, ça a été quasiment une fin de non-recevoir à chaque fois. Il n'est pas allé chez Ruquier, par exemple. Il n'est pas allé chez Ruquier, il n'est pas allé chez Ardisson, il allait nulle part. Alors que bien sûr, tous ces gens-là ont reçu le livre bien avant et tout, mais il y avait... alors je sais pas, on déboulonne pas une icône ou une statue, ou la statue du commandeur. Et là, ce que faisait ce livre, qui n'est pas un livre à charge, qui est un livre qui raconte une période de la vie, avec tout ce qu'elle a, effectivement, parfois difficile à entendre, mais qui a existé, qui est réel, qu'on a pu nous vérifier. Et quand vous montrez l'enfer, je dirais, du décor, c'est-à-dire, je rappelle juste que Pierre Berger, c'était quand même le monsieur SIDAction, c'était l'ami de François Mitterrand, c'était la fondation Saint-Laurent. C'était le propriétaire du Monde. C'est le propriétaire, qui était devenu le propriétaire du Monde. Ça devient une personnalité iconique, donneuse de leçons. C'est ça qui était insupportable. Moi, à titre personnel, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas tant ses pratiques. Moi, les pratiques, elles sont du libre-échange. Si vous avez envie de faire ça, ça vous regarde et tout. Simplement, venez pas donner des leçons aux uns aux autres. Je me souviens d'une émission, j'ai juste fait une parenthèse, où il s'en était pris, mais violemment, avec une haine comme il pouvait avoir, parce que c'était un dominant, il avait ça en lui, où il avait attaqué un de mes auteurs, Éric Rémès, pour le nommer, qui avait fait un livre qui s'appelait Serial Fucker, qui était un roman qui était l'histoire d'un homosexuel qui était séropositif et qui cherchait d'autres séropositifs pour faire l'amour sans préservatif. On pense qu'on veut du livre et tout, c'était un bon livre et tout, mais on pense qu'on veut. Il a quasiment appelé à la vindicte et voire quasiment à la peine capitale ce mec qui osait dire ça, alors que Fabrice le confirme et le dit dans son livre, jamais il n'a vu Pierre Berger porter un préservatif. C'est-à-dire que le patron du SIDAction, vous confirmez ça, Fabrice Laurent, Fabrice oui, Thomas, ne oui. portait pas de préservatif? Absolument. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, comme dit Franck, c'est souvent les gens qui font la morale en général, qui ont plus de choses à se reprocher. Ça c'est vrai. C'est oui. une vieille histoire, c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais, quoi. Exactement. Oui, c'est ça. Et il faut maintenant qu'on parle de la scène des dessins. Ça se passe après la collection automne-hiver 90 que vous avez réussi à sauver. Et vous êtes à Marrakech face au jardin Majorelle dont on a beaucoup entendu parler dans cette villa oasis où Pierre Berger et Saint-Laurent ont une maison. Et Yves Saint-Laurent se met à dessiner et il fait notamment des dessins érotiques qu'il va vous donner un par un. Il va vous les donner comme ça, les 390, un par un? Ah non, du tout. Il me les a donnés sur une période de 2 ans et demi. Il m'a donné des dessins de théâtre quand j'ai fait du théâtre. Il m'a donné des dessins érotiques quand on était au Maroc. Il m'a fait des dessins personnels aussi. Yves faisait... ce que je sais, c'est que Yves donnait des dessins. Il faisait des dessins qu'aux gens qui l'aimaient vraiment. D'ailleurs, il y a eu Victoire avant moi, qui a eu beaucoup de dessins qui lui sont dédicacés. Et puis moi, Pierre Berger, lui... n'a pas de dessin érotique dédicacé à son nom, ça c'est sûr. Il en ignorait l'existence parce que c'est ce qu'on ressent quand on lit le passage sur ce moment où vous allez voir Pierre Berger pour lui dire « Attendez, j'ai un truc à vous montrer ». Il ignorait l'existence de ces dessins? Il ignorait le fait que Yves m'avait offert des dessins, ça c'est un fait, oui. Quel était son souci en vérité à Pierre Berger? Que ces dessins ne sortent jamais?
Ou alors que vous soyez riche. Parce qu'au fond, par la possession de ces dessins, vous êtes putativement riche, même si pour l'instant il est difficile de les monnayer. Oui, déjà moi personnellement je suis complètement autonome. Je vis dans une ferme et c'est pas l'argent mon leitmotiv. Et puis lui il sait très bien que d'ailleurs si ça avait été l'argent mon leitmotiv, j'aurais jamais été à la place où j'ai été, croyez-moi, parce que Pierre Berger veillait au grain. Non, je pense que c'est son ego qu'on a pris un coup là. Et puis, il a pensé qu'il allait pouvoir me faire taire ou m'écraser en me donnant des procédures. Ça, c'était une grosse erreur. Il vous a accusé de les avoir volés. Non, il m'a jamais accusé de les avoir volés. Mais de les détenir illégalement. Oui, il disait que c'était impossible que Yves ait pu offrir 400 dessins à quelqu'un. C'était ça, sa phrase magique. Ouais. Est-ce que, à votre avis, Saint-Laurent, quand il vous donne ses dessins, c'est qu'il vous donne un petit trésor? Non, oui et non. Non, moi j'aurais plutôt vu ça que Yves il aimait bien braver l'autorité de Pierre Berger, et puis c'était un moyen pour lui. À vrai dire, il était lui-même quand il était avec moi, Yves, et je pense qu'il l'a fait comme ça, par gentillesse, par amour, par affection. Et dans ce lot de dessins, il y a bien un dessin très embêtant pour Pierre Berger, qui le représente lui? Pas qu'un, j'en ai plusieurs, oui. Disons que là, je ne vais pas raconter les dessins, mais là on voit vraiment Pierre Berger soumettre. Yves aimait bien dessiner les choses, les scènes de la vie, comme pour les dessins érotiques, c'était des hommes qu'il avait eus. Et puis il aimait bien aussi dessiner des moments de sa vie. Et puis bien sûr, Pierre Berger était dedans. J'aime bien quand vous dites cette phrase des hommes qu'il avait eus, parce que ça me rappelle cette phrase qu'il vous a dite, tu es à moi, et que vous n'avez pas supporté. C'est dur d'entendre ça. Moi j'étais vraiment là par affection, et puis d'entendre ça m'a frustré beaucoup, oui, bien sûr. Mais en même temps, vous étiez payé pour ça. Oui, mais encore une fois, je touchais même pas mon argent à cette époque-là. C'était vraiment pas l'argent mon leitmotiv. Je vous le répète. Oui, je t'ai payé, mais bon, encore une fois, c'est normal que j'aie un certain salaire quand on vit avec un personnage comme Yves Saint-Laurent. Moi, j'avais envie moi aussi d'inviter Yves Saint-Laurent au restaurant, moi aussi de le sortir, sans être obligé de demander à Yves qu'il me donne de l'argent pour que je paye son restaurant. C'était dans ce sens-là surtout, parce que je pouvais pas toucher un salaire de chauffeur de service de presse à 7500 francs et puis sortir avec Yves Saint-Laurent puis lui demander toujours de l'argent. Ça, c'était pas mon truc. Je voulais être autonome, voilà. Si c'était à refaire, Fabrice Thomas? Oui, bien sûr, je recommencerai sans hésiter, mais avec mon esprit d'aujourd'hui et puis mon évolution, je ferai pas les mêmes erreurs. En tous les cas, je reproduirai pas certaines erreurs que j'ai faites, oui. Lesquelles, par exemple? D'avoir été impatient déjà, de pas avoir pu tenir encore un peu, peut-être pour Yves. Quelques années de plus. Pardon ? Quelques années de plus. Oui, parce que comme j'explique dans le livre, au tout début de notre relation, Yves avait vraiment envie de s'en sortir. J'ai senti un regain de bonheur. Et puis c'est sûr que à chaque collection, il était happé, son esprit était complètement happé. Il devenait comme un légume, comme un robot, et ça c'était très dur à vivre, très dur à supporter. Moi je suis parti surtout pour des raisons de santé, parce que j'étais obligé de me médicamenter, moi aussi, parce que j'avais fait un transfert sur lui, mais c'est sûr que j'aurais voulu être un peu plus fort pour pouvoir... c'est peut-être une illusion, mais bon, j'aurais peut-être pu faire plus pour Yves encore. Merci en tout cas d'avoir accepté cette interview depuis le Canada, Fabrice Thomas. Je rappelle donc le nom de votre livre, Saint-Laurent et moi. Merci à vous, Franck Spengler, de l'avoir édité, parce que c'est un moment d'histoire contemporaine à côté duquel il aurait été dommage de passer. Et merci d'avoir été là avec nous cet après-midi. Ce bouquin s'appelle Saint-Laurent et moi, chez Hugo Doc. Il est signé Fabrice Thomas. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.